Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show est une présentation de la communauté .NET Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast où on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft.net. Je m'appelle Mario Cardinal, je suis accompagné de Guy Barrette. Bonjour Mario, ça va mieux je pense. Hein? Ça va beaucoup mieux. T'étais à l'article de la mort ou quoi? Pas à l'article de la mort, mais j'ai eu quand même la grippe, là. La fameuse grippe AH1N1. Tu sais que le plus rigolo, c'est que la dernière émission que j'ai fait, je disais, j'ai fini le rhume, puis pas de grippe pour moi cette année. Mais il fallait que je dise ça pour quelques jours plus tard, j'attrape la grippe. Ouais, c'est la vie, quoi. Ouais, puis après ça, quoi, il y a dans la famille, là, c'est le rhume qui circule, donc. Ouais, donc, c'est ce que je te racontais. Je dis, cette fameuse grippe-là, la fameuse H1N1, elle dure quelques jours. Bon, t'en reviens, là, t'en meurs pas. En tout cas, dans mon cas, moi, là. Il y en a certains qui en meurent, ouais. Puis, mais moi, ça m'a pris quasiment une semaine et demie à me débarrasser d'un rhume qui persistait, c'est-à-dire que là, je toussais, puis, puis je savais que c'était comme les effets de bord, là, de ça. Ouais, puis ça faisait comme la semaine dernière, ça faisait une semaine là, que j'étais bien. Ma femme pogne un rhume, puis en fin de semaine dernière, qu'est-ce que je commence à faire? Tousser moi aussi. Je dis là, ça fait, là, j'ai assez. Tu fais pitié. Puis là, aujourd'hui, à moins 20 Celsius, ça aide pas. Non, mais là, j'ai plus de rhume. Puis, non, c'est vrai qu'on a la température pour... mais avec moins 20 Celsius, ça a l'avantage peut-être que les microbes peuvent pas survivre. Ils peuvent pas survivre, ouais. Théoriquement. Hey, c'est la dernière émission de l'année. Oui. Bon, par contre, on est en train de préparer une année intéressante pour 2010. On sait que ça va être la sortie de Visual Studio 2010, donc... on va avoir un paquet de nouvelles choses à présenter à nos auditeurs. Ah oui, parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes du point de vue Team System, comme du point de vue des langages, là, comme par exemple le parallélisme ou d'autres choses comme ça. Là. Puis tu sais, contrairement, juste une petite aparté, oui. Au début, c'était toujours difficile de trouver, faire l'horaire, trouver des gens qui voulaient bien venir. Puis là, on lançait des gens. Tu pourrais-tu être invité au podcast? Puis là, ils nous demandaient c'est quoi. Puis là, depuis NS, c'est la situation inverse. Il y a trop de demandes. Les gens disent, hey, moi, j'aimerais faire un podcast. Donc, j'ai comme une liste de gens. Donc, pour nos bons amis, ou en tout cas ceux qui veulent faire un podcast, puis que je relance pas tout de suite, là, c'est pas que je l'ai pas oublié. C'est juste que on a une bonne horaire. Absolument. C'est parfait. On aime ça comme ça. Notre invité aujourd'hui, Karel Sainte-Marie. Bonjour, messieurs. Hey, salut, ça va bien? Ça va très bien, vous? Oui. Deuxième participation. Oui. Puis moi, quand tu m'as... en tout cas, on s'est échangé quelques courriers, quelques emails, puis à un moment donné, tu me disais, hey, je pourrais faire une émission sur migration de l'outillage open source vers TFS. Ça m'a intéressé, c'est souvent pas un parcours standard. Les gens font un choix, à un moment donné, ils disent, OK, nous, on va prendre l'outillage open source, on prend l'outillage TFS, mais migrer, il y a des coûts, il y a toute une réflexion, oui. Donc j'étais intéressé de comprendre un peu tout ton cheminement. Donc je me disais, ça va sûrement faire une émission intéressante. Puis surtout, puis Guy, tu pourras me confirmer là-dessus, il y a des choses qu'on peut dire. On peut dire que dans Visual Studio 2010, le gestionnaire de code source TFS remplace littéralement ce qu'on avait l'habitude de connaître comme SourceSafe, c'est-à-dire écoute, SourceSafe est mort. SourceSafe est mort. Avec Visual Studio 2010, là, il n'y a plus de nouvelle version de SourceSafe. Puis, dès que tu as une licence MSDN, tu déploies un TFS, c'est pas une question que, faut que j'achète une super licence à quelques milliers de dollars, c'est inclus. Dès que tu as un produit, soit Visual Studio Pro et plus, avec la licence MSDN, donc tu as le serveur TFS, donc par exemple le gestionnaire de code source inclus là dans le coût de d'achat. Puis pour l'avoir expérimenté, tu sais, on s'en retourne en 2005, même 2008, déployer un TFS, fallait que tu comprennes beaucoup d'enjeux d'infrastructure. Puis là, c'est fabuleux, le setup kit, tu cliques
next, tout s'installe, en tout cas en mode basic, là, de base. Mario, je t'arrête tout de suite parce que au PDC, j'ai enregistré une émission. T'étais pas là, Ouais. mais j'en ai profité pour enregistrer une émission avec Étienne Tremblay et Guillaume Belmas sur TFS. Donc, on garde toutes les nouveautés là. On va publier ça au début de l'année, Oui, je pense. 6 janvier, c'est notre prochaine la première émission de l'année, c'est de parler justement de la mort de Team System et mais ça veut pas dire que Team System meurt, ça veut juste dire c'est vive Visual Studio, c'est que maintenant le concept Team System n'existe plus, c'est Visual Studio. Le roi est mort, vive le roi. Tout à fait. Et c'est tellement vrai que notre invité, lui, a fait le saut des outils open source vers TFS. Ça fait combien de temps, là? 18 mois? Environ 1 an et demi, presque 2 ans, oui, qu'on a fait. On a commencé le saut. Donc, tu vas nous expliquer ça tout à l'heure. La formule de l'émission, c'est toujours la même. On commence par faire la bio. Donc, on disait que c'était ta deuxième émission, mais il y a peut-être des auditeurs qui n'ont pas la chance de te connaître. Donc, on va permettre aux auditeurs de savoir un peu ce que tu fais dans la vie, puis pourquoi tu es un passionné d'informatique. On fera la pause. Ensuite, on va revenir pour parler de tout ton cheminement pour t'amener à aller des outils open source vers TFS. Ta bio. Tu me disais, parce que je te demandais, ça fait combien de temps tu programmes? Tu dis, ben écoute, si je calcule que j'ai commencé, les premiers bouts de code que t'as écrit, t'avais quel âge? J'avais 11 ans. T'avais 11 ans? Oui. T'en as 36, donc ça fait 25 ans que t'écris du code. Oui, c'est long. C'est long, mais je suis sûr qu'il y a une transition entre le code initial puis le code qu'on fait aujourd'hui. Il y a beaucoup d'acquisitions. Ben, j'ose espérer parce que si jamais j'ai à refaire ce que j'avais fait à 11 ans, qui est de programmer pixel par pixel en mode graphique, là, je démissionnerais. À 11 ans, on comprend pas l'algèbre puis on comprend pas les variables, fait que c'est sûr que on le fait comme on peut, là. Souvent, ce qu'on faisait, moi j'ai pas fait d'informatique jeune, mais Guy, je pense que tu as commencé assez jeune aussi. Tu sais, copier des bouts de code dans des magazines. Des listings, Ouais. des listings dans les magazines là, de VIC-20 ou de Commodore 64. C'était populaire là. dans ce temps-là. Ben oui. Aujourd'hui, juste que dire aux gens, faudrait que tu copies, dis, ben, il y a pas moyen d'avoir un format électronique quelque part, là. Il est où le site web? Mais je pense que c'est pas juste ça aussi, parce que aussi dans les revues, les bouts de code étaient quand même relativement courts comparé à ce qu'on a aujourd'hui. Ouais. Ah ouais. Reprogrammer des choses aujourd'hui, on parlerait d'une bible juste pour le code source. Je pense pas que le monde voit ça comme ça. De toute façon, aujourd'hui, on s'attend à ce que les niveaux de complexité qu'on soit capable de gérer comme informaticien sont beaucoup plus élevés. On nous fournit d'outillage en dessous. Oui. Si on regarde le framework .NET, c'est combien de millions de lignes de code. Puis on le réutilise, puis c'est ça qui est fabuleux. Là, on part pas de zéro. Oui. Donc, ça fait professionnellement, t'as commencé quand t'as fini tes cours de 18-19 ans. 18-19 ans, là. Donc, ça fait ça, 18-19 ans ou 15, 16, 17 ans que tu fais de l'informatique. T'es CEO, je pense que c'est le bon terme, Oui. chez Brand Banks. Oui. Donc, Brand Banks, t'es un finalement des propriétaires de la compagnie, si je ne me trompe pas. Je suis un des partenaires principaux. Ça fait quoi, ça, Brand Banks? BrainBank, c'est une compagnie qui fait des logiciels de gestion d'innovation, gestion d'idées. Ça dépend un petit peu ça dépend un petit peu du point de vue. Ça se trouve à être un logiciel d'application web qui va être une fusion entre du Dig, du forum, du SharePoint et puis aussi du workflow pour gérer le processus. Gérer le processus de créer, d'identifier des innovations? Les innovations, les transformer en, on pourrait dire comme presque un business case, mais quelque chose de plus de tangible. Le gros problème que les clients y ont quand ils viennent nous voir, c'est qu'ils nous disent, on a plein d'idées, puis il n'y en a pas une qui fait plus que 3 lignes. Fait qu'après ça, il faut donner ça à un gars en haut de la chaîne alimentaire qui a pas vraiment le temps pour qu'il lui les développe. Fait que nous autres, ce qu'on a décidé de faire, il y a à peu près 2-3 ans, on a renversé l'équation, puis on a introduit le processus de collaboration puis de vote avant de soumettre l'idée. OK. Ce qui fait que là, quand tu as une compagnie qui a beaucoup d'employés, ils ont un portail, ils soumettent leurs idées dans le portail, tous les employés se mettent ensemble, ils collaborent, ils grossissent les idées, ils leur donnent plus d'informations. Puis quand l'idée est prête, ben, le monde en haut, ils peuvent l'activer, si on peut, là, la faire rentrer dans le processus. Puis là, le workflow, il commence, il démarre. Et puis, ça dépend de la compagnie. Ils ont toutes des façons différentes. C'est un marché très vertical. Là. C'est un marché très vertical. Et puis, surtout dans des compagnies à grosse envergure. Fait que dans nos clients, c'est juste des grosses boîtes. Puis ça prend des firmes qui ont une culture vouée à l'innovation. Oui.
Ou ben donc, ils sont dans une position qui n'ont plus le choix. Ils ont plus le choix. Oui. Parce que théoriquement, on devrait tout le temps avoir une culture voie d'innovation, parce que si tu stagnes un jour ou l'autre, tu peux perdre ta position dominatrice, puis là, peut-être être en situation de péril. Oui. Mais il y a un de mes professeurs au primaire qui m'a donné une bonne petite façon de penser. Il m'avait dit que quand tu n'avances pas, dans le fond, tu restes pas vraiment en place parce que tu trouves à reculer, parce que tu pourrais avancer. Ouais. Fait que ton manque de progrès devient une régression. Fait que c'est exactement ça. Et puis, pour nous autres, quand le marché va pas trop bien, ben c'est là que les compagnies sentent que ça serait peut-être le temps de réfléchir. Puis là, ben notre téléphone sonne. Puis j'imagine, pour vous, les premiers clients, c'était vraiment les compagnies qui sont, en anglais, on va dire des early adopters, donc des gens qui avaient adopté ce mode-là. Je pense, entre autres, à des compagnies comme 3M, qui sont reconnues dans l'industrie comme étant des compagnies innovatrices, qui sortent des nouveaux produits sur une base quasiment annuelle. Puis là-dedans, bon, il y en essaie beaucoup pour qu'il y en ait un ou deux ou trois qui à un moment donné sont vraiment des produits qui sont très 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 rentables. On pensait par exemple au fameux Post-it qui ont sorti puis qui a été quasiment découvert un peu par pas par erreur, c'est pas le bon terme. Avec la fameuse colle qui marchait pas finalement. Ouais. La colle qui marchait pas, mais qui s'est avérée assez utile pour pour coller très temporairement des papiers, entre autres, sur un écran d'ordinateur. Oui. Oui. Puis aujourd'hui, ils en vendent et on peut pas dire que c'est pas un mauvais produit. Donc, votre idée de votre produit, c'est ça, c'est aider les compagnies à identifier ces opportunités-là, qui souvent sont à l'interne, qui peuvent être même juste associées à une ligne de produits existante, puis avec ça, créer un autre générateur d'argent dans l'organisation. Oui, ben ça, tu vois, ce que tu viens d'expliquer ça, Mario, c'est le point de vue du gars d'en haut, finalement, parce que ça, c'est tous les bénéfices au niveau d'affaires. Du point de vue à l'envers de la médaille, c'est que ça apporte un changement de culture à la compagnie, puis ça montre aux employés qu'ils peuvent faire une différence. Fait qu'un coup que le changement de culture commence à embarquer, ça devient très intéressant. Ça, c'est bien. Puis donc, ça fait quoi? Combien d'années que t'es avec Brandbanks? 10 ans. 10 ans. Avant ça, t'as probablement un parcours très classique, travaillé dans quelques entreprises. Oui. Puis, si t'es un entrepreneur, il y a des chances que t'aies même déjà parti d'autres compagnies avant. C'est vrai. Pas nécessairement en programmation, mais oui, effectivement. Non, mais souvent, c'est dans nos gènes, hein? Oh oui, ben, le sentiment de vouloir créer puis de faire quelque chose de différent, c'est toujours là. Puis, chez Brandbanks, bon, vous utilisez TFS. J'imagine vous appuyez aussi beaucoup sur des approches. Faites-vous du Scrum ou des approches agiles, ou vous avez développé votre propre façon au niveau méthodologie? Ou Ben, je dirais qu'on a utilisé un petit peu une fusion d'un peu de tout dépendant de ce qui marche pour nous autres. C'est sûr qu'on n'est pas une entreprise qui a des centaines d'employés, fait qu'il faut rester agile dans le sens du terme. Les clients appellent, il faut quand même réagir assez rapidement parce que les grosses compagnies, ils sont habitués de traiter avec des départements qui ont beaucoup de ressources. Ouais. Fait qu'ils s'attendent à des résultats quand même assez rapides, ils s'attendent à des résultats stables qui fonctionnent tout de suite. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de marge d'erreur. Alors, les tests et puis les façons de faire, très importants. D'où, si tu as une petite équipe, d'utiliser l'outillage qui va te permettre d'automatiser une partie du travail, c'est la clé. Si tu n'automatises pas, ça n'en vient pas à bout. Si tu as trop de traitement manuel, j'imagine, c'est une des... Bon, on peut le faire aussi avec les outils open source, donc c'est pas la raison principale pourquoi on irait vers TFS, mais c'est un des bénéfices qu'un produit comme TFS ou les produits open source. En tout cas, de mettre en place l'outillage, c'est un des bénéfices. Mais je pense que, comme on rentre un petit peu dans le sujet, le meilleur avantage que moi je vois dans TFS, c'est l'intégration avec Studio. Ce que t'as pas vraiment avec les outils open source, du moins pas d'une façon aussi facile. Ben, puisque tu abordes le sujet, on fait la pause et on va revenir sur pourquoi l'intégration avec Studio, ça avait une valeur ajoutée pour toi. Excellent. Assistez aux rencontres de la communauté .NET Montréal afin de parfaire vos connaissances des technologies.net et afin de faire du réseautage. Pour l'agenda des rencontres, veuillez consulter le www.netmontréal.com. .NET Expertise est un réseau de consultants indépendants et experts dans les technologies Microsoft.net. N'hésitez pas de consulter un de nos experts en visitant le www.net-expertise.com. Karel, avant qu'on aille à la pause, t'as abordé le fait que tu as migré à TFS, mais commençons par le début. Avant de déployer TFS, tu avais déployé d'outillage dans ton organisation. Oui. C'était quoi les outils que tu utilisais?
Ouais, il y en avait plusieurs, mais parmi les principaux, on utilisait SourceSafe comme gestionnaire de code source, qui est pas vraiment open source, mais je pense que ça vaut la peine de le mentionner pareil, qui était là. Okay. On utilisait Nant, qui est la version .NET de Ant, qui est un outil de build, un petit peu comparable à MS Build, mais avec ses petits côtés. Dans le temps on a commencé à s'en servir, on n'était pas au courant de MS Build, puis je pense que MS Build probablement n'existait pas tout à fait. Alors on a pris Nant et puis NUnit pour ce qui est des tests unitaires. Ça, c'était les deux plus gros produits qu'on servait. C'est les outils les plus populaires, là, les outils les plus si on veut populaires. aller dans l'open source. Exactement. Donc, principalement, NAND pour tout ce qui est construction automatisée. Et NUnit pour les tests Les unitaires. tests unitaires. Oui. Puis, bon, SourceSafe, qui est pas un produit open source, mais qui est, on peut dire, un gestionnaire de source qui est utilisé encore aujourd'hui par beaucoup d'organisations parce que c'est celui qui était gratuit qui était fourni gratuitement par Microsoft. Gratuitement, il y avait une licence, là. C'était inclus dans... Ouais, on n'a pas l'impression qu'on payait pour. Pour donner un petit peu de background aussi, BrainBank est un partenaire Microsoft. Alors, on avait accès à ces outils-là, incluant SourceSafe. Fait que c'est pour ça que pour ce qui est de la programmation, de l'IDE et puis du gestionnaire de code source, on a pris la décision de ces deux outils-là. Puis les autres, on les a pris open source. Puis, tu utilisais NAND, est-ce que tu utilisais un outil de gestion, par exemple, d'intégration continue à la cruise control, ces choses-là, ou t'avais juste bâti des scripts dans NAND que tu lançais? C'était surtout des scripts dans Nant. On a expérimenté avec cruise control, mais on n'était pas tout à fait satisfait de certaines choses. Dans notre cas, nous autres, surtout dans les applications web, c'est pas juste une question de voir si le build a fonctionné puis de faire l'intégration. Il y a tellement plus de choses qui se passent avec l'interface puis avec l'HTML que c'était pas assez pour notre situation. Fait que on a essayé de regarder d'autres opportunités à ce moment-là et puis on n'était pas trop satisfait. Puis, donc, à peu près 18, donc, si vous avez fait attention à 18 mois, j'imagine comme 20, quelques mois avant même, donc peut-être il y a 20 mois, à un moment donné, vous prenez la décision d'aller faire TFS. Oui. Donc, TFS 2008, j'imagine? Non, 2005. 2005. Oui. Puis, puis, une des barrières principales qui arrêtait les gens d'aller vers TFS, la première barrière, c'est, ça coûte de l'argent, ce produit-là. Puis, souvent, il y a un peu, un discours qui, moi, je trouve qui est un peu fallacieux. C'est-à-dire que les gens disent, mes produits open source me coûtent rien. Mais ce qu'on met jamais dans la balance, c'est qu'il faut les intégrer, puis ça coûte du temps homme. Ouais. C'est sûr que t'as pas besoin de le justifier souvent à ton patron, parce que si t'as le moindrement dans un environnement très libre, tu peux faire le travail, puis t'as peut-être même pas besoin de faire savoir à ton patron que t'as fait le travail d'intégration de ton cruise control, tes scripts NAND, ces choses-là. Puis entre autres l'intégration avec un gestionnaire de code source. Mais si on va avec TFS, il y a un prix là. Donc chez vous, la justification là, elle venait de où? C'était quoi votre motivation? Encore là, étant partenaire Microsoft, puis on a la compétence des applications custom, on nous a donné une licence de TFS. Ah. Fait que c'est ça qu'on a utilisé. Ça a été ça a réglé la question financière de l'équation. Ça n'a pas réglé la question logistique, mais du côté financier, ça l'a réglé. Puis Guy, on peut peut-être faire juste une petite pause là-dessus. Il y a beaucoup de compagnies en démarrage qui souvent vont dire, écoute, là, moi, je vois pas pourquoi j'irais avec l'outillage Microsoft. On n'a pas d'argent à mettre là. Puis, depuis au moins quelques années, maintenant, Microsoft a un programme pour aider les compagnies qui démarrent. Il y a plusieurs programmes. Il y en a un qui s'appelle BizSpark, qui, si vous êtes une petite start-up, quelques employés, vous avez pas les sous, évidemment, pour vous acheter les licences, soit au niveau de développement ou même au niveau de production. Donc, ce programme-là, de la part de Microsoft, vous permet d'avoir justement accès à des licences, là. Gratuitement. Puis il y en a un autre, WebSpark, qui est pour les petites shops règle générale, c'est qu'il te donne, je pense, 2 ans pour que tu publies sur le web une application. Parce qu'il dit, si jamais tu publies pas d'application, là, théoriquement, tu devrais payer tes produits. Mais pendant 2 ans, ils t'achaleront pas. Puis ils disent juste, un jour, faut que tu me démontres que tu as fait une application qui utilise les technologies Microsoft. Ouais, puis il y a un troisième programme qui est pour les étudiants, qui est DreamSpark, qui permet d'avoir accès aux outils de développement ou même aux licences de Windows, là. Ça, je me souviens, moi, ça fait longtemps que j'étais étudiant, mais nous, on était tous à l'époque sur des plateformes Unix. Pourquoi? Parce que
les compagnies de Sun, pour ne pas la nommer, elles donnaient ces produits gratuitement aux universités. Mais je pense qu'aujourd'hui, Microsoft fait un peu la même chose. Ils font en sorte que les étudiants peuvent les avoir gratuitement. Puis il n'y a plus de raison, théoriquement, pour qu'un étudiant fasse pas de développement sur une plateforme Microsoft. Fin de la parenthèse. Oui, fin de la parenthèse. Donc, tu es un partenaire Microsoft. Donc, la licence, on règle ça. On règle ça. Mais nonobstant ça, il y a quand même un coût de faire la migration. Donc, la justification, c'est quoi les gros bénéfices que tu vois? J'imagine que c'est le décideur qui a poussé ça, c'est probablement Karel Sainte-Marie, hein, j'imagine. Définitivement. Mais c'est quoi tes motivations? Ou c'est quoi la justification pour toi qui est fondamentale pour dire oui, il faut que j'aille sur TFS? Ben, une des choses qui, à cette époque-là, a vraiment fait une différence dans notre cas, c'est que on était aussi en train d'essayer de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour gérer la charge de travail. Ce qui se transforme dans le monde de TFS en work items. Fait que c'est encore une situation où on est en train de voir, OK, quel autre produit open source va pouvoir finalement régler ce problème-là, remplir notre besoin. Parce que tu l'avais pas, t'avais pas été chercher. Il y en a presque pas dans le monde open source, mais t'avais pas un outil de gestion des systèmes de travail à la Fogbuzz ou Jira ou en tout cas ces types de produits-là qui coûtent un certain prix par licence. Exactement. Donc là, toi, à un moment donné, tu t'es dit j'ai ce besoin-là, puis si je vais sur TFS, je fais d'une pierre deux coups, je vais avoir un outil de gestion des systèmes de travail. Exactement. Alors, il y avait ça. Il y avait aussi le fait que TFS parlait bien avec SharePoint, ce qui nous donnait ensuite une plateforme pour pouvoir mettre tous les documents qui étaient relatifs à un client sur un portail web. Ensuite de ça, on avait tous les rapports qui venaient avec TFS pour montrer c'était quoi la progression de notre développement, le statut des bugs, les tests unitaires. Je veux dire, quand on regarde à toute la photo, ça devient un argument qui est dur à contrer juste avec du open source. Parce que de faire tout ça avec du open source, là, on en a pour un petit bout de temps intégré. C'est ça, il y a beaucoup de configs, beaucoup de code, de script qui pour faire toute cette colle-là. Oui. Puis TFS, c'est par défaut, c'est tout intégré. Exactement. Mais je vais me faire l'avocat du diable, là. Installer TFS, là, surtout 2005, là, à l'époque, là, c'est toute une aventure, là. T'as un script, là, d'installation qui fait quoi? Une vingtaine, 30 pages. À l'époque, oui. Ouais, surtout 2005. Ça prend de la quincaillerie pour rouler tout ça. Oui. Il faut se former. C'est quand même, il y a un coût, là, quand même, à tout ça. Oui, définitivement. Bon, juste pour le bénéfice, quand même dire qu'à partir de 2008, on a passé de 30 pages à peu près à 5 pages, mais t'as raison. Faut quand même comprendre c'est quoi qu'un serveur applicatif, qu'un serveur SQL. En tout cas, c'est pas quelques fichiers comme SourceSafe qui sont déposés dans... Ça, donc, il y a un niveau, il y a une marche, là, finalement, à traverser. Oui. Et j'imagine que tu t'es attablé puis pour apprendre un peu le produit. Un peu en avance, puis un peu sur le tas. Okay. Parce que, je veux dire, les grandes compagnies ont le bénéfice du temps. Les compagnies québécoises, un peu moins. Alors, on apprend un petit peu sur le tas. Fait que oui, il y a eu de la recherche en avance, mais un bon jour, je me suis décidé quand j'ai reçu la quincaillerie, puis je dis bon, ben aujourd'hui, on le fait. Puis si ça marche pas, ben c'est pas grave, on reformate, puis on recommence demain, puis on va voir. De toute façon, on s'entend, là, ça t'a pas coûté, t'es parti avec quoi? Un serveur de quelques milliers de dollars? Oui, on s'est acheté une machine spécialement pour TFS, quelques milliers de dollars, pas plus que 5000 $, si je me rappelle bien. RAID puis de la mémoire. C'était les deux seules choses RAID, qu'on a... parce que tu voulais être sûr que si t'avais des disques qui brisent, que tu récupères Ah oui, ça... Donc, tu passes à travers une perte de données une fois. D'où pourquoi quelques milliers de dollars, parce que souvent, c'est le fait que tu veux supporter RAID, tout ça, que ton serveur, là, le prix monte. Exact. Mais t'as pas besoin d'avoir non plus, t'as pas besoin de démarrer avec un super monstre, là. Oh non, pas du tout. Puis je veux dire, encore là, dans l'environnement BrainBank, on ne supporte pas des centaines de développeurs, fait qu'on n'a pas besoin d'un Cray avec 32 CPU. La machine qu'on a eue, c'était une machine qui était, pour le temps, respectable, mais c'était pas à tout casser non plus. J'imagine que vous avez commencé par la gestion de code source. On a commencé par la gestion de code source, exactement. OK, souvent, c'est la porte d'entrée sur TFS. Ouais. Donc, première différence, TFS et SourceSafe, par exemple. Qu'est-ce qui t'avait marqué? Il faut que je fasse comme une petite marche en arrière. OK.
Parce que il y a une chose que TFS et Studio font très bien, que SourceSafe et Studio font vraiment pas bien. Puis l'affaire qui nous agaçait beaucoup à ce moment-là, c'est le fait que, étant donné qu'on est dans le business de développer des applications web, c'était très casse-tête de développer des applications web avec SourceSafe parce que c'était pas trop évident de toujours avoir la version à date du code source sur son propre environnement. Fait qu'on fonctionnait un petit peu dans un environnement partagé où des fois le monde se pilait ses pieds pour le check-in, le check-out, puis changer les fichiers. C'est-à-dire que ça, c'était un autre argument. Le AIS lequel vous testiez, c'était un environnement partagé. Exactement. Puis ça, c'était un autre problème. Ça, c'est un sérieux problème. Entre autres, quand il y en a un qui parle de débogueur, tout le monde souffre, hein? Surtout quand il y en a un qui vient de sauver un fichier puis l'autre vient de faire run. C'est mortel. Puis malheureusement, c'est pas quelque chose que SourceSafe va régler bien facilement. Mm-hmm. Alors, s'en allant vers TFS avec l'intégration du studio puis le petit serveur de dev intégré, là, c'est un charme. Get latest, run, puis c'est tout ce que ça prend. Parce que finalement, dans cette migration-là, tu disais, tu as profité du fait d'aller vers TFS pour mettre en place les systèmes de travail, donc d'avoir un outil qui va te permettre de se faire le suivi du travail, suivi des tâches, suivi des bugs, par exemple. Mais aussi, tu as mis en place le fameux patron de développement où est-ce que les développeurs ont leur propre environnement privé de développement. Exactement. Et chacun travaille en sandbox, c'est-à-dire chacun travaille dans son bac de sable, isolé de l'autre. Et c'est à travers la gestion de code source, c'est la compilation intégrée que là, tu vas vérifier que les codes sources de tous les développeurs marchent bien ensemble. Mais quand un développeur teste, il a son propre AIS et il peut pas foutre le bordel à son voisin. Exactement. Puis ça, ce pattern-là, qui en anglais, le terme c'est private workspace, espace de travail privé en français, je sais pas si on pourrait le traduire comme ça. Ouais. Moi, ça me surprend toujours encore de voir comment il y a beaucoup de gens qui sont... Les gens disent, oui, les gens développent, mais il y a encore beaucoup d'organisations où est-ce qu'on partage des serveurs. Puis quand on leur dit, écoute, c'est une licence MSDN, tu as le droit d'installer tous les produits localement sur ton poste, il n'y a pas de coût associé. Oui, il y a le coût de le déployer, mais à un moment donné, c'est pas si difficile que ça. Surtout maintenant, tu peux même avoir des machines virtuelles localement. Ouais, je pense que la dernière frontière sur cette philosophie-là, c'est SQL Server. Parce que je pense que encore, puis même un peu chez nous, il y a des problèmes où le monde partage le serveur SQL. Puis je pense que c'est la dernière frontière à passer en environnement privé total. Ouais. Parce que moi, personnellement, mes développeurs, moi, quand je leur ai montré le database project pour la première journée, il y en a qui voulaient même pas m'écouter. Ils étaient terrorisés du fait que encore une fois, je changeais une façon de faire. Mais bon. À un moment donné, il faut changer. C'est intéressant. On va juste faire un aparté pour aider nos auditeurs de suivre ce qu'on vient de raconter. On est parti de la problématique de dire partager un serveur AIS, un serveur web, c'est difficile, surtout si t'es 3 ou 4, puis là t'as des gens qui essaient de débugger ou qui mettent à jour des fichiers. Il y a une souffrance réelle. Donc souvent, le premier bénéfice, si on ramène ça en espace travail privé, t'as ton AIS à toi. Toi, ce que tu viens de dire, c'est il y a une autre souffrance de partage que les gens ont, mais qu'on a appris avec les années à circonscrire beaucoup, c'est notre fameux serveur de BD. Oui. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on fait? On dit, ben là, toi, là, quand tu vas travailler dans ce table-là, tu vas prendre les ID de 1000 à 2000, toi, prends les ID de 2000 à 3000. On s'est trouvé toutes sortes de mécanismes pour s'assurer que les données qu'on crée, ça soit juste à nous autres, mais que ça touche pas ses pieds, mais ça demande toute une logistique, des contraintes. Il y a beaucoup de monde qui vont dire, ben, on est habitué, on sait comment le faire, puis on s'arrange. Puis quand tu leur dis, non, tu vas avoir ton propre serveur à toi, mais si tu vas avoir ton propre serveur à toi, ça veut dire qu'il faut que tu déploies tes schémas de BD. Puis là, il y a toute une problématique que Microsoft aussi ont résolu avec les versions Team System, c'est que tu as maintenant des projets Visual Studio pour gérer spécifiquement tes schémas de BD, ce qu'on appelle les database projects. Et bonne nouvelle depuis un an maintenant, que tu as la version, même une version développeur, ça vient avec. Là, tu n'as pas besoin de payer pour ça. Et on peut vous le dire tout de suite, la version 2010, le concept de développeur, ça vient avec un database project et il n'y a plus les anciens projets. Il y a déjà eu une initiative de Microsoft de faire d'autres types de database project. Du patrimoine, là, il y a quelques années, c'est mort. Ils ont même enlevé ça du produit. Parce que maintenant, un database project, c'est un vrai projet comme on faisait dans Team System. C'est-à-dire, on gère notre schéma en gestion de code source. C'est ça l'autre bénéfice, c'est que là,
t'as plus juste tes sources C#, tes sources web, mais tu vas aussi avoir ton schéma de BD que tu vas mettre en gestion de code source. Tous tes scripts SQL. Ça, c'est comme ça que j'ai gagné les développeurs de mon côté. C'est quand j'ai fait compiler un bonjour, puis je leur ai dit, tiens, ça, c'est le résultat. Puis ils ont vu un script SQL d'une couple de centaines de milliers de lignes qui faisaient tout à leur place. Là, ils ont fait comme, Parce que ce produit-là, le fameux produit Team System pour les gestionnaires de database, s'il y a des auditeurs qui sont familiers avec le produit de Redgate qui permet de synchroniser des BD, tu pointes une BD, tu dis, hey, moi, ma cible, c'est telle autre BD, puis là, il te fait le script SQL pour ramener ta cible égale à ta source. Le produit fait ça aussi. Puis, bénéfice supplémentaire, t'as pas besoin forcément d'avoir comme source une BD, ça peut être ton gestionnaire de code source, dis, voici mes sources. Exact. Voici ma cible, et tu lui dis, je veux un script différentiel, il va dire, voici ce qu'il faut que tu changes sur ta cible pour avoir le même schéma que tu as en BD. Puis le produit, il faut aussi pour vérifier les contenus des données, donc tu es capable de pouvoir dire, voici ce que j'ai comme données. Un paquet de fonctionnalités qu'aujourd'hui, c'est une vraie souffrance dans l'industrie. Puis toi, ce que tu expliques, c'est avec la migration de TFS, vous avez aussi décidé de gérer vos schémas de BD en gestion de code source. Ça a été un des derniers projets qu'on a migré vers TFS. C'est très récent, ça date de quelques mois. Mais oui, on a migré même jusque-là. Je trouve ça intéressant de dire c'est un des derniers projets parce que dans la dernière année et demie, à la caisse, on a mis en place, nous aussi, les concepts de private workspace, tout ça. Puis la dernière chose qu'on fait, puis que j'éduque les développeurs, là, c'est sur les projets de base de données. Et à toutes les fois, quand on montre aux gens, parce que c'est vraiment un produit méconnu, les yeux s'écartillent en disant « Je peux faire ça maintenant? » Puis tu es en train de me dire que ça va être aussi simple que ça? Parce que j'ai vu arriver les mains croisées au début, genre lève-toi de bonheur, mon ami, pour m'épater, parce que moi, là, les histoires que c'est magique, je crois pas à ça. Et à la fin, quand ça fait 1 heure pour leur montrer le produit, là, tu sens l'excitation, puis la demande arrive rapidement. Là. Bon, Mario, quand est-ce que tu viens nous aider dans notre projet? On veut faire la migration. Et c'est une des choses que je fais depuis les derniers 6 mois, là, aider des équipes à migrer pour se mettre à utiliser la gestion de code source dans TFS. Chez vous l'avez fait aussi. Exactement. Honnêtement, ça n'a pas été facile. Les développeurs étaient vraiment réticents au Database Project parce que pour eux autres, c'est presque comme une magie noire. Là. Oh, il y a un serveur dans un coin qui est notre base de données, puis faut pas toucher à ça parce que, bon, c'est du voodoo. Mais avec un petit peu d'éducation, puis quand ils commencent à avoir des bénéfices, surtout des bénéfices que quand tu fais run, que tu te retrouves avec une base de données qui est propre, puis qu'il n'y a pas 8 ans de tests dedans, puis de toutes sortes de cochonneries. Puis là, ben finalement, là, tu peux toujours partir propre à chaque fois que tu veux démarrer un nouveau module ou quelque chose comme ça. C'est extrêmement bénéfique. Ouais, parce que dans ton espace de travail privé, au lieu de faire des migrations incrémentales, là, tu peux littéralement dire, moi, ma BD locale, détruis-les pour créer-moi-les avec le nouveau schéma de fois en fois. Exactement. Tu te fais même des scripts pour peupler toutes tes tables initiales. Donc, tu as un jeu de données. Tu peux même avoir des jeux de données de tests pré-cannés que toi, tu es habitué d'utiliser. Puis là, tu es capable de faire tes tests. Puis l'overhead de dire je recrée la BD, là, quand il a passé 5 minutes ta machine locale à recréer, là, il a fini la job. Là. C'est pas. Oui, exactement. Parce que moi, je me souviens, les gens disent ben là, ça va être lourd cette affaire-là, là, détruire, recréer la BD. Tu dis, regarde, c'est un script SQL, là, on le roule, il fait la job. Ça te donne quelques minutes de plus, toi, pour t'asseoir puis penser, mais c'est vraiment pas très long, là. Puis du côté open source, je suis pas sûr qu'il y ait un produit qui fait à peu près... Non, il y a vraiment... On a fouillé nous autres, puis... Il y a Redgate qui est c'est un produit Redgate. qui Redgate, c'est quelques milliers de dollars. Mais juste le SQL Compare, c'est $500 US. Ouais. Fait que c'est à réfléchir. Tandis que là, tu l'as maintenant, puis avec le nouveau pricing... En tout cas, avec le nouveau pricing de 2010, tous ces produits-là qui sont inclus dans le Visual Studio, il y a encore moins de barrières à dire je n'irai pas la version premium qui me donne ça. Je vais rester juste à la version professionnelle. Parce que t'as une vraie réelle value, là. Tantôt, tu as parlé d'items de travail. J'imagine que vous n'avez pas implémenté les items de travail dès le départ. On a implanté les items de travail dès le départ. Wow. On a migré le code source, puis ensuite de ça, une des premières choses qu'on a faites, peut-être pas nécessairement la première après, mais on a dompé littéralement notre liste de tâches à tout le monde. Vous aviez déjà quelque chose, un système maison? Oui, un système crayon HB avec papier blanc.
Alors, Ou, on ou était... pour beaucoup de monde, c'est un Excel avec une liste, là. Ouais, vraiment, ce qui était frustrant de notre côté, c'est que faut dire aux clients où est-ce qu'on en est. Il faut, une fois de temps en temps, il faut leur dire, on est encore vivant puis les choses avancent parce que c'est drôle, ensuite, ils payent pas leurs factures. C'est une drôle de mentalité qu'ils ont les clients, mais enfin, en tant que développeur, c'est un petit peu agaçant. Alors, avec TFS, on pouvait voir vraiment, mais qu'est-ce qui se rajoutait? Qu'est-ce qui faisait pas partie de la tâche originale? Et puis, combien de temps est-ce qu'on en avait encore? Ça veut dire que, j'imagine, vous avez un gestionnaire qui s'occupe de la gestion des projets. On n'est pas encore rendu à ce point-là. Ça, Okay. c'est une tâche qui est encore pas mal partagée. OK. Je dirais qu'en bonne partie, c'est un peu moins qu'il l'a fait. Mais Mais oui, ton équipe, c'est quoi? C'est une dizaine de personnes à peu près au total? un petit peu en dessous de ça. En fait, de programmeurs, oui. C'est sûr que la compagnie, il y a d'autres personnes, mais Ouais. en termes de programmeurs, c'est à peu près ça. Ouais. Donc, c'est encore plus important, n'ayant pas quelqu'un qui est dédié à la tâche de gestion de projet, d'avoir quelque chose en place qui va faciliter le suivi. Oui. Il faut automatiser ça. Donc, l'histoire du papier et crayon, il savait ses limites, là, j'imagine. Là. Ah oui, certain. Surtout quand on commence à les perdre. Parce que on s'entend papier crayon ou toutes les affaires qui sont manuelles, même si c'est Excel. Ou quoi que ce soit, là. C'est toujours un problème de consolidation, de gestion après. Et puis c'est sûr que dans l'immédiat, c'est rapide, c'est fait. Puis là, le client ou l'usager du côté business, il va dire tu vois, c'était pas même compliqué. Oui, c'est bien beau ça, mais dans 6 mois, quand je vais vouloir savoir ce qui s'est passé, ça va être 15 fois pire. Puis c'est ça le gros argument pour les work items, c'est qu'ils restent là, puis dans 6 mois, ils sont encore là. Puis je veux savoir pourquoi est-ce que cette ligne de code-là a été changée. Dieu merci, vu que j'ai forcé le monde à faire un check-in avec les work items, là, je sais pourquoi. OK. Donc, les work items, on s'entend, il n'y a pas de stratégie de migration, puis seulement on va entrer nos systèmes de travail. Souvent, on va voir, par exemple, c'est quoi les fonctionnalités que le client veut, mais ça, quand t'en as une centaine, ça t'es rentre. Là, t'es inscrit, c'est pas la fin du monde. Très souvent, par contre, les gens vont vouloir migrer leur code source qu'il y avait dans un système précédent. Dans ton cas, toi, c'était SourceSafe. Oui. Puis là, ils se disent, là, si j'oublie mon historique puis je recommence à neuf, je perds mon historique. Donc, puis moi, j'ai mon point de vue là-dessus, mais je serais intéressé de savoir, par exemple, SourceSafe, est-ce que vous avez décidé de partir à neuf puis de pas essayer de ramasser l'historique de SourceSafe quand vous avez fait la migration vers TFS? On est parti à 9. Puis vous gardez à ce moment-là, vous avez quoi? Gardez juste le SourceSafe en backup pendant une couple de mois pour dire, si jamais on a besoin de retrouver l'historique, on ira dans SourceSafe. Exactement. Puis d'ailleurs, il est même pas en backup, il est encore sur la même machine, puis c'est juste qu'il n'y a plus personne qui touche à la machine en tant que tel. Puis vois-tu, cette position-là, moi, c'est la stratégie que je préconise aussi, puis qu'il y a beaucoup d'MVP qui... parce qu'il existe un outil pour essayer de faire une migration SourceSafe, mais SourceSafe, il y a tellement je m'en allais dire de fonctionnalités bâtardes, mais en tout cas de fonctionnalités qu'un produit comme TFS ne supportera pas parce que... Disons qu'il est différent. Il est très différent. Les C'est deux gestionnaires de sources différents. Donc, si tu essaies de faire une migration complète d'un historique de plusieurs années, plus tu vas loin dans le temps, plus tu vas peut-être trouver des problèmes. Il y a des choses qui migreront pas. Donc, la stratégie de garder le serveur ou le SourceSafe en place, au cas où on aurait besoin de consulter l'historique, ça fonctionne bien parce que c'est SourceSafe qui roule depuis des années dans l'entreprise. Mais là, en commençant avec le code source neuf, on élimine toute la problématique de conversion. Là. Oui. Puis c'est ce que vous avez décidé de faire. Là. Oui, c'est exactement ce qu'on a décidé de faire. Puis souvent, on en profite même pour faire un peu de ménage. On se dit, tant qu'à y être... Oui, le grand ménage du printemps, il a passé. Puis après ça, tout le monde fait comme « Oh, wow! Donc Mais beau! » Ça compile donc bien vite. C'est un avantage. C'est un point intéressant dans le sens où on se force à faire une opération de nettoyage qu'on n'aurait pas fait autrement parce que, regarde... T'oses pas? On n'ose pas. Prenons un exemple dans la vraie vie. Là. Comme là, moi, c'est dans le temps des fêtes, j'ai ma fille qui va avoir sa chambre toute seule, donc je vais déplacer mon bureau et tout. Je vais en profiter, là, c'est un grand ménage. On va cleaner un paquet d'affaires qui traînait là, puis là, ça me force, moi, à dire, là, si je veux déplacer ça, faut peut-être que j'aille faire le ménage dans ce que nous, on appelle le cochon, dans le sous-sol.
c'est comme ça dans nos vies, à nous, hein, en tout cas dans ma maison, c'est un peu ça. Moi, j'ai 4 enfants, donc à un moment donné, on fait des ménages, mais on le fait aussi un peu dans la même approche dans une organisation. La migration vers une nouvelle plateforme est souvent l'occasion de dire OK, on mettra pas notre code source comme à l'état qui était initial, mais réorganisé. Si on venait au système de travail, donc tu es passé d'un système manuel à un système automatisé. Oui. Quels sont les avantages que tu as vus assez rapidement là, dans l'entreprise? Ben, une des premières choses que j'ai faites ensuite, quand les items ont été rentrés, c'est que j'ai été montré à mon associé comment voir la programmation dans ce qu'on faisait. Fait que lui, quand il a vu le beau graphique là, qui descendait là, tranquillement pas vite, lui, il était bien content. Parce que là, pour une fois, beaucoup d'années, il était capable de voir comment ça se passait, comment vite, sans être obligé de déranger personne. Puis il y avait vraiment une photo claire, si on peut dire. Parce qu'il y a quelques graphiques qui sont quand même importants puis qui amènent une valeur ajoutée très rapidement. Celui que tu as parlé, qui est de dire j'ai des fonctionnalités, puis quelles sont complétées, quelles sont pas complétées, puis là je suis capable de voir ça rapidement dans une vue, que je vois une progression, parce que si le temps passe et le client par exemple ne cesse d'ajouter des fonctionnalités, puis là je les vois monter, je me dis j'ai un problème, là j'ai un client qui a pas compris que s'il veut que je lis, il faut peut-être qu'il ait l'âge de changer ou de donc mais tu vas avoir une courbe descendante parce que comme ça tu es capable de faire une prédiction, de dire regarde encore 2 mois et on va avoir fini toutes les fonctionnalités. Donc ça c'est un des graphiques importants. Oui. L'autre que moi j'aime beaucoup, qui est un graphique classique en génie du logiciel, c'est à un moment donné quand tu commences à mettre ton application dans le champ puis à avoir des tests, il y a des bugs qui rentrent. Et habituellement, au début, il y a plus de bugs qui rentrent que l'équipe est capable de corriger. Donc, il y a une croissance. Arrive le jour magique où est-ce que là, tu as le même nombre de bugs que tu as corrigé, le fameux seuil. Stabilisation. Là. Et là, tu commences à en corriger plus que ce qui rentre. Donc là, tu as une phase aussi descendante. Et tu es capable aussi de demander de faire une projection quand tu as assez de données pour dire, oups, là, si je continue comme ça encore 10 jours ou 15 jours, je devrais arriver à pas un seuil de 0 bug. Parce qu'on peut le rappeler à nos auditeurs, ça n'existe pas, livrer une application où est-ce que tu as corrigé tous les bugs. Il y a toujours une partie de bugs que pour différentes raisons, tu décides que tu corrigeras pas. Mais t'es quand même quand tu fais une prédiction, tu dis bon, encore 10 jours, 15 jours, puis là, je devrais avoir un produit assez stable pour dire OK, on est prêt, par exemple, à faire l'acceptation par notre client avant d'aller en production. Exactement. Ou on est prêt, si c'est dans une phase d'acceptation, à aller en production avec le produit. Puis on peut confirmer que oui, je vais faire une mise en prod telle date, puis je suis confiant. Avant ça, t'es pas trop confiant parce que t'es pas en contrôle du processus. Donc ça, c'est un autre graphique intéressant. Ben, quand t'as une pile de papier avec juste des rayures dessus, puis à toutes les 8 feuilles, t'as un item qui reste, c'est bien dur de savoir où est-ce que t'en es exactement. Mmh. Donc ton collègue, est-ce que c'est quelqu'un qui est technique, très technique? Ou... Du tout. Donc, il est capable maintenant d'avoir en une couple de clics là pour obtenir ces rapports-là, donc d'obtenir une vision là vraiment là, rapide là, de la santé là, finalement du projet. Exactement. Puis où est-ce qu'on est rendu. Puis j'imagine que l'entreprise est capable aussi de répondre aux clients, de donner cette information-là aux clients. Puis c'est un atout important. Dans une certaine mesure, oui. Ouais. Oui. T'es plus à l'aise en tant que... C'est sûr qu'on parle beaucoup des développeurs dans le podcast. Moi, je suis un autre petit point de vue où je suis quand même un des propriétaires de la compagnie. Fait que c'est bien beau de taper du code puis s'acheter des nouveaux serveurs. C'est le fun. En tant que gars technique, on aime ça. On aime les BBL. Ouais, c'est sûr. C'est normal, c'est correct. Mais en tant que personne de business, à un moment donné, il faut payer la facture. Puis la facture, ben, c'est le client qui la paye. Fait que le client, lui, il faut qu'il sache ce qui se passe puis il faut qu'il reste content. Mais pas juste ça. D'un côté du développeur, souvent, les développeurs sont bombardés de, fais-moi ci, fais-moi ça. Oui. Ça change à toutes les heures. Donc, il n'y a pas une vision claire parce que il y a pas un outil de suivi, là. Exactement. Donc, quelle a été la réaction des développeurs chez vous? Avec les work items? Ouais. Ben, tout d'un coup, ça a été pas mal plus intéressant pour eux autres parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui pouvait rentrer ce qu'il fallait qu'il fasse. Fait qu'il y avait beaucoup moins d'interruptions. On pouvait faire des listes bien rapidement, des choses à vérifier, des choses à faire plus tard. On a une petite procédure spéciale pour changer un environnement de production quand ça va être le temps de faire un update. On faisait un work item pour ça. Fait que tout d'un coup, meilleure traçabilité. C'est devenu très calme.
Puis donc, t'es plus trop en situation de crise, c'est plus en situation où tu prévois ton travail. Oui. Tu sais que demain, tu vas rentrer, tu vas travailler sur ces choses-là. Puis les probabilités que quelqu'un t'arrive à la dernière minute, disait, oh, je te rajoute telle nouvelle affaire, puis t'avais prévu partir à 5h, finalement, là, t'es obligé d'appeler chez toi pour dire, ben là, je finis de quoi, mais je vais arriver juste à 5h30. Ce genre de contexte-là qui est pas plaisant à vivre, tu le vis beaucoup. Oh non, Ouais. c'est sûr. Est-ce qu'on peut dire que ça a structuré le travail chez vous? Oui, je dirais que ça... Ça a structuré beaucoup de choses. Pas en voulant dire que le travail n'était pas structuré, mais plus structuré la façon de travailler. La façon, la communication, l'information, ça a apporté beaucoup de structure à bien des choses. Ou ça a changé la structure pour que l'information puis les données soient plus accessibles à plusieurs personnes qui en avaient besoin. Sans que ça devienne lourd comme processus, parce que je pense que s'il faut que ça devienne quasiment un travail, de dire pourquoi je rentre tout ça, puis à tous les fois, tu sais, une des choses que Microsoft va réciter, c'est se dire les systèmes de travail, ça sera pas une feuille de temps. Ça sera pas un système de suivi de temps, parce que là, ça donnait une lourdeur. Puis on voulait vraiment que implicitement, en faisant ton check-in, que tu dises directement ça c'est fini, puis que ça soit juste toujours avec quelques clics, pas que ça te prenne, que tu dises par jour, je viens de rajouter 1 heure de travail, je vais gérer le système de travail, c'est pas du tout le cas. Ben, malheureusement, mon opinion là-dessus est un petit peu différent que celui de Microsoft. Ouais, moi c'est intéressant de savoir. Donc, tu aurais aimé qu'ils mettent la gestion des moi personnellement, j'aurais aimé que tu aies la possibilité de dire à TFS, bon ben, je commence à travailler sur ce work item-là. OK, on tape, on rentre le code, on fait une coupe de check-in, on fait une coupe de test. Il y a un timer. Puis quand finalement on le ferme, ben OK, ben il a été ouvert tant de temps. Puis il y a un petit log qui dit qu'il a été ouvert tant de temps. Fait que si tu pars à la fin de la journée puis il n'est pas terminé, ben tu l'as fermé, mais ton log il montre qu'il a été ouvert. Puis je pense que juste ça aurait été une différence significative. Parce que là, malheureusement, ce que tu es obligé de faire, c'est de prendre un autre logiciel pour gérer ton log. Puis ça, c'est très agaçant. Moi, encore là, pas du côté développeur, mais du côté business, moi, ce que je veux savoir, c'est, bon, ce bug-là, c'est bien beau, il t'a pris tant de temps, tant de lignes de code, le client, bon, il a crié tant de temps pour que ça soit réglé, mais moi, ça m'a coûté combien? Ça m'a coûté combien le régler, combien le tester, combien m'assurer pour qu'il ne revienne pas, puis tout là, le total, c'est quoi? Puis, dans TFS tel quel, ça, je l'ai pas. Ouais, j'aimerais ça l'avoir. Parce que je pense que c'est une métrique qui est très, très importante. Parce qu'ensuite de ça, quand tu as cette métrique-là, tu es capable de facilement voir le gars qui est pas technique puis dire, bon, mais regarde, on a ce problème-là. Si on paye ou on s'achète ça, ce gadget-là, whatever, ça coûte tant, puis on règle ce problème-là qui, jusqu'à maintenant, depuis 6 mois, nous a coûté de temps. Ben là, ça devient un jeu d'enfant pour le justifier. Il y a moyen de le faire, mais il faut demander aux développeurs de penser à dire, OK, en fermant son item de travail, de dire, OK, combien d'heures t'as passé là-dessus ou combien de minutes, puis tu l'entres. C'est manuel. Ouais, c'est manuel, puis donc, source d'erreur. C'est un côté de TFS qui est un petit peu dommage, mais personnellement, même avec ça, je trouve qu'il y a tellement de côtés positifs que c'est comparé à tous les côtés positifs que moi j'ai reçus de TFS, c'est tellement mineur que je m'en fais pas vraiment. Je sais que dans la culture originale, il y avait le fait que les gens de Microsoft avaient peur que des développeurs perçoivent ça comme étant une espèce de Big Brother qui va tout savoir ce qu'ils font. Puis là, ils disaient, comment on peut enlever cette perception-là? Puis on dit, ben si on enlève la partie dimension, temps, on peut en faire un outil qui est gestion avec cet axe-là, mais plus gestion de la qualité, c'est donc dans un autre axe. Mais ça, c'est une préoccupation qu'il y avait dans les années 2003, 2004, 2005. Aujourd'hui, en 2009, sachant que la majorité des produits compétiteurs ont des feuilles de temps, peut-être que leur perception serait différente, puis peut-être que, bon, les fonctionnalités de gestion de temps vont juste arriver, mais parce que Microsoft, ils ont un paquet de fonctionnalités dans leur work item. En 2010. Pas en 2010, ça, c'est certain. On a parlé d'items de travail, de code source. Avez-vous monté un serveur de compilation, un serveur de build? Éventuellement, oui. Et puis, ça, c'était aussi un gros avantage. Parce que le problème avec Nant, c'est que, bon, on compile sur les stations de travail avec Visual Studio, on est content, la vie est belle. Et puis là, un bonjour, je me lève, je m'en vais travailler, je regarde mon email le matin, puis Nant me dit, bon, ça n'a pas compilé. Bon, pourquoi ça n'a pas compilé? On regarde dedans. Ah, ça n'a pas compilé parce que j'ai un petit comic qui a rajouté une référence ici, puis le script Nant le savait pas. Fait que là, on s'en va, on change ça, on réessaye, ça marche-tu? Parfait.
on est correct pour une couple de jours, puis après ça, c'est rincé et répété. Parce que c'est quelque chose qui revient tout le temps. Ah oui, ce que tu vas dire, c'est que vu que avec TFS, Pas d'intégration. les builds, tu utilises littéralement le fichier de solution Exact. qui sait toutes tes dépendances, donc t'as beaucoup moins de... Tu passes un build script une fois, puis il roule après ça presque tout le temps. Oui, là c'est sûr que je risque de recevoir une couple d'emails parce que le monde sur Internet vont me dire, bon, ben regarde, Karel, c'est possible d'utiliser des solutions dans Nant aussi. Oui, mais ça a certains désavantages aussi. Et puis, essayer d'utiliser des solutions avec SourceSafe puis avec une couple d'autres technologies qu'on utilisait à l'époque. Malheureusement, c'était pas évident. Fait que nous autres, on n'a pas été avec les fichiers solutions. C'est intéressant ce que tu dis parce que tu laisses entendre que oui, c'est possible avec des produits open source de coller ça puis d'essayer tout est possible. C'est juste une question d'effort puis de temps. Donc, en utilisant TFS, on a un produit qui est intégré, qui fait peut-être pas tout là, ce qu'on veut qu'il fasse, là, mais on s'entend, il ne fait pas tout. c'est ça. Par contre, l'intégration de toutes les fonctionnalités est là. Tout est bien intégré. Il n'y a pas de travail, d'effort important à faire à ce niveau-là. Ça, je tire mon chapeau pour Microsoft, parce que quand ils parlent d'intégration, ça, c'est quelque chose que Microsoft fait très bien. Quand on parle d'un produit Microsoft qui parle d'un autre produit Microsoft, j'ai rarement entendu d'histoires d'horreur que les choses se parlaient pas. C'est quelque chose qui se fait bien. TFS, c'est un bon exemple de ça. Les builds, c'est un exemple qui est extraordinaire. Des fois, ça marche pas toujours à notre avantage parce que des fois, c'est le même petit comique, là, il rajoute des références qu'il est pas supposé rajouter. Puis bon, ça, l'intérêt, ça règle pas le problème. L'important, c'est que tu as au moins un build à toutes les 24 heures qui permet de détecter. Pendant 24 heures, tu peux demander à tes petits comics, qu'est-ce que vous avez changé hier, puis qu'ils font comme... là, c'est correct, j'ai les work items pour le savoir. Aussi. Puis les change sets, je veux dire, il y a beaucoup d'outils dans TFS qu'on n'avait pas dans SourceSafe puis dans les outils d'open source, parce qu'encore là, l'intégration est pas idéale. Tu as parlé aussi que t'aimais le fait que quand tu déploies un TFS, t'as un SharePoint, donc un site SharePoint. Il fournit des pages par défaut, mais avez-vous été plus loin puis même utilisé pour créer d'autres axes de visibilité avec ton site SharePoint? Pas tout à fait, parce que l'équipe qui peut voir SharePoint est quand même assez réduite. Si c'était plusieurs personnes du côté non technique, oui, on l'aurait fait. C'est pas le cas pour nous. Alors, on a laissé les choses pas mal comme elles sont. Des toutes petites modifications, mais... Des endroits où tu peux déposer des documents. Exactement. Puis c'est le monde du côté business, c'est ça qu'ils aiment, parce que quand ils ont des changements au niveau des spécifications, des choses comme ça, nous autres, on leur dit, mets ça là, tout le monde de l'équipe va avoir un beau email, fait que t'as même pas besoin de faire ça, puis ton problème est réglé, ta responsabilité est déléguée, et puis t'as fait ton travail. Puis le monde, il aime bien ça. C'est plus simple, c'est plus intégré, puis je trouve que ça ramène l'équipe ensemble plus que d'y aller manuellement. Dans ton expérience, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'il soit différent? Y a-tu, moi je suis entre autres que j'ai toujours pas aimé le fait que la gestion de la sécurité dans TFS, la gestion de la sécurité dans SharePoint, la gestion de la sécurité pour ton reporting server, c'est pas intégré. Donc j'aurais aimé ça qu'il y ait un endroit, mais là il faut que tu ailles à 3 endroits. Donc as-tu des expériences comme ça où tu peux dire ça aurait été bien plus, ma vie aurait été plus simple? Ou si dans l'ensemble, ça s'est passé quand même assez bien pour quelqu'un qui partait puis t'as parti avec 2005 en plus, qui était pas le produit le plus aisé. Puis on peut pas dire que t'avais, tu sais, que t'étais pas un expert TFS. Dans l'ensemble, l'expérience s'est passée quand même assez bien. Assez bien, mais grâce à vous, j'en ai déduit assez vite que les applications web, vu que je me rappelle bien, en 2003-2005, je pense qu'au début, il n'y avait pas d'application web en tant que projet, c'était juste un site web. Oui. Fait que quand je l'ai entendu, celle-là, je me dis, ça, c'est une affaire à éviter, il faut faire très attention avec ça. T'es allé chercher le Web Deployment Project. Ouais, le add-on, le fameux add-on. Fait qu'on a installé ça quand même assez facilement. Fait que nous autres, on est partis avec ça. Fait que oui, il y a une couple de petites choses que j'aurais aimé qui soient un petit peu différentes. Ça, c'en est une. Du point de vue des permissions, moi, j'ai été un petit peu chanceux parce que du temps où je me suis vraiment lancé dans TFS, puis j'ai commencé à avoir le besoin de jouer plus avec les permissions, j'ai été me chercher l'add-on de TFS Administrator. Ben oui. Fait que j'ai été chanceux, je suis tombé dessus, puis il a pas été désinstallé depuis le temps, fait que je m'en sers toujours. Ne faites pas votre gestion TFS si vous avez pas cet outil-là, c'est tellement simple. Ah non, c'est vraiment là, c'est l'autre chose qu'il faut dire, c'est que si tu décides d'aller vers TFS, taper, en tout cas,
TFS, add-on, parce qu'il y a le add-on qu'il faut avoir. Il y a quelques projets aussi dans le Les complexe tools, qui... là, j'ai juste ouais. des choses qui sont le fun à implémenter, comme les notifications. Je sais pas si vous l'avez Oui. fait. Un petit peu. Donc, à chaque fois qu'il y a un build, par exemple, là, il y a une petite toast là, une petite notification qui pop sur les postes des développeurs disant que oui, ça a bien fonctionné, le build a bien fonctionné ou pas fonctionné. Moi, je me suis même amusé. Cet été, j'avais une équipe où là, toute la gestion code source, travailler avec 10 développeurs, c'était tout nouveau là. J'avais même installé un poste là avec un espèce de dashboard, là, puis quand ça compilait, Homer faisait houhou, puis quand ça flanchait, là, c'est do, puis je vous jure que les gens aimaient pas ça, voir leur nom là sur le dashboard, là, corriger rapidement. Ça paraît gadgetoman, mais c'est très important d'avoir du feedback parce que l'ordinateur, là, c'est tellement une petite boîte noire, on sait pas ce qui se passe dedans, puis surtout quand on a un serveur qui fait de l'intégration continue en arrière dans notre dos, on sait même pas quand ça passe ou quand ça casse. C'est ça. Puis pas juste pour le monde qui porte des cravates, aussi pour le monde qui en porte pas puis qui se promène avec un clavier dans dessous de leur bras, c'est important de savoir ce qui se passe. Moi, je me suis aperçu que en implémentant cette une notification là ou une espèce de dashboard et puis tout le monde était notifié là en même temps, la qualité du code a augmenté énormément. Parce que là, il y avait une conséquence directe à un oups. Oh oui. C'était tout de suite là, puis ils en veulent pas. Non, absolument. Puis ça conscientise aussi chacun des développeurs en disant quand je vais porter mon code dans le gestionnaire de code source, faut qu'il y ait une certaine qualité, un minimum de qualité. Faut que ça compile. Exactement. Là. On s'entend que des fois là, on est en deux, puis on essaye de rajouter des références, puis il peut avoir des petits problèmes, mais on va les corriger rapidement. Là, ici. Ben, tu vois, sur ce sujet-là, Guy, moi, j'ai eu, je pourrais dire, une petite crise de nerfs de certains développeurs quand ils ont vu que j'avais, comment je dirais, forcé les tests unitaires avant le check-in sur TFS. Puis ils m'ont tous demandé, ben pourquoi tu fais ça? Là, ça nous prend du temps. Ben ça prend du temps. Je veux dire, des tests unitaires, si tu les écris bien, ça devrait pas prendre 15 minutes, ça devrait prendre 15 secondes. Mais la raison pourquoi est-ce qu'on le fait, c'est justement, c'est pour s'arranger puis que ce qu'on met dans TFS, ça soit pas des déchets, que ça soit quelque chose de qualité qui a été bien travaillé. Puis si ça fonctionne bien, ce que tu as fait, ben les tests unitaires ils vont passer, tu vas pouvoir faire ton check-in, puis la vie est belle. Puis si ça passe pas, ben c'est parce que tu as fait une erreur, puis tu vas pouvoir le savoir tout de suite, puis pas demain, quand tu vas être obligé de faire quelque chose d'autre. Ouais, en fait, c'est une mentalité, là. Oui, exactement. Veux-tu le savoir tout de suite, tu as fait une erreur, ou tu veux le savoir dans 6 mois quand tu sais plus Absolument, quand tu le sais plus la courbe de rétroaction est courte, plus c'est facile de corriger, parce qu'absolument, c'est très minime, tu fais comme, ah oui, ok, c'est ça. Puis le problème, pourquoi on vient pas à bout à un moment donné de contrôler les choses, c'est si on attend trop, puis on cumule, on est plus capable de trouver la vraie source du problème. Exactement. On a tous vécu à un moment donné, surtout en informaticien, un problème de matériel qui a été long à déboguer. Pourquoi? Parce que c'était pas une source, c'était 2 ou 3 affaires ensemble qui faisaient. Qui interagissent. Ça, là, c'est l'enfer, parce que là, t'es jamais capable de comprendre, t'as l'impression à un moment donné que t'es dans un monde de fou, tu dis quoi, comment ça fait, j'ai fait ça a marché, l'autre fois, ça marche pas. Puis là, se rendre compte que, hop, j'ai un autre effet parce que j'ai un autre, tu sais, y a rien de pire que si t'as 2 ou 3 équipements qui flanchent en même temps. Trouver la source, c'est beaucoup plus difficile. Si c'est juste, mettons, ton disque rigide, ben, c'est facile. Pouf! Surtout si c'est solide. S'il est intermittent, là, c'est plus difficile. Il y a des chances, ton fournisseur te dit, non, j'ai testé, il marche. Pourquoi moi, je le reprendrais? Il marche. Je dis, non, il marchait pas hier. Ouais. Ça, c'est comme une auto qui se met à pas marcher, mais juste de façon intermittente. Écoute, Karel, discussion fort intéressante. Merci. En terminant, peut-être lié avec ton projet TFS, peut-être lié avec quelque chose d'autre. As-tu quelque chose que tu aimerais partager avec nos auditeurs? Oui. On a fait, nous autres, une petite découverte parce que, c'est sûr que dans le monde des applications web, c'est très important pour tout le monde d'avoir une application qui répond bien, qui fait le travail rapide. Il n'y a rien qu'un usager qui est dans un furteur haï plus que quand il clique sur un piton, il faut qu'il attende 45 secondes avant qu'il y ait un OK qui apparaisse ou une interaction quelconque du serveur web. Les études démontrent quand ça fait 10 secondes, il est plus là. Oui, exactement. Il est déjà parti. Puis pas juste mentalement, exactement. Alors, nous autres, on a commencé à jouer avec un petit outil qui vient du Robotic Studio.
Ça s'appelle Coordination and Concurrency Runtime. C'est CCR. C'est très facile à trouver sur Channel 9. Okay. Si on fait une recherche, soit sur CCR ou sur DSS. Ça se trouve être une librairie, comme je dis, qui vient du Robotics Studio pour faire du multitâche. Mais c'est une façon très différente de faire du multitâche. À ce stade-là, on programme pas des tâches puis des procédures séquentielles. C'est presque comme si on programmait des événements qui vont s'interrelier ensemble. Alors, au lieu de dire tu fais ci, tu fais ça, c'est plus comme ça arrive, tu réagis comme ça arrive, tu réagis comme ça. Fait que c'est presque comme si tu programmais dans un environnement qui s'envoie des messages entre les procédures. Puis CCR fait le reste. Mais là, toi, tu utilises ça pour quand tu programmes ta partie, ton contrôleur web? Pour le moteur. Le moteur qui est sur le serveur web, on commence à se servir beaucoup de ça pour faire le processus en arrière-plan. Fait que si par exemple, on sait que dans un rapport ou dans une séquence, on a un système dans notre logiciel, on appelle ça le batch processing. Mm-hmm. Fait que si tu sélectionnes 100 items puis 100 usagers puis tu veux leur envoyer toute une tâche, mathématiquement, ça fait 10 000 items dans la base de données SQL. Fait que là, c'est sûr que le programmeur junior, lui, va programmer une belle boucle de 100, puis une autre boucle pour 100, puis il va dire, on insère tout, puis probablement qu'on va fermer les connexions SQL entre-temps, ce qui veut dire que ça va prendre un temps fou. Ouais. Mais la façon CCR de le faire, c'est t'as ça, fais-le. Puis là, ça passe le premier palier, puis le premier palier va faire une décomposition qui va tout décomposer ça dans son deuxième palier. Et puis si ça donne à avoir 8 CPU sur la machine, il va tout nous envoyer ça sur les 8 CPU bien égales. Et s'il y a un autre usager qui rentre entre-temps, c'est presque comme un système round-robin où il va faire une certaine distribution entre les tâches. Parce qu'on s'entend, c'est très difficile aujourd'hui de trouver un serveur web qui a pas au moins 2 processeurs. Exactement. En tout cas, puis on s'entend que là, on parle de 4, 8, mais tout à l'heure, ça va être 64, 128. En tout cas. Ouais, parce que les techniques pour faire du parallélisme, là, avec la version 3.5 et moins, là, sur un site web, c'est assez archaïque, puis normalement, là, c'est pas recommandé. Tu laisses le serveur, de faire son travail un trait à la fois, là, puis mais vous avez des cas particuliers là, puis cet outil-là qui curieusement fait partie du système de robotique là, finalement de Microsoft a résolu ce problème-là pour vous. Il l'a résolu très bien parce que moi ce que j'ai vu de certains de mes développeurs, c'est il était tellement il voulait bien faire, puis pour régler certains problèmes, il partait un thread comme ça, pouf, puis elle laissait rouler en arrière-plan. Sachant pas que ASP.NET a ses restrictions, puis qu'AOS a ses restrictions. Ouais. Puis à un moment donné, tout le monde s'étonnait quand ça plantait au 15e usager. Fait que c'est sûr que là, c'est pas vraiment la façon de faire. Puis on est dans un système déconnecté sur le web, fait qu'il faut vraiment changer notre approche. Et puis je trouve que CCR, sur ce plan-là, est très intéressant parce que si on lui dit, j'ai 8 CPU sur la machine, il partira jamais plus que 8 threads en arrière. Il va tout simplement accumuler les informations et puis on se croise les doigts pas qu'il y ait un reset sur la machine, mais à part de ça, il va passer à travers tranquillement, pas vite. Pas mal intéressant. J'imagine que dans le framework 4.0, tu vas t'intéresser éventuellement à tout ce qui est parallélisme là. Définitivement. Ouais, ça va être pas mal intéressant. On va mettre le lien, nous, sur notre sur la page. Donc, CCR, Coordination Concurrency Runtime. Qui est utilisé par MySpace en passant. Ah oui, donc ça veut dire que... Ça roule. Ça roule, hein? C'est un gros site ASP.NET, ça, là. On te remercie encore. Nous, c'est la pause et on revient avec les actualités. Les actualités avec Guy Barrette. Guy, je pense que tu as une nouvelle intéressante à partager avec nos auditeurs. Intéressante, c'est le lancement de Visual Studio 2010 et du Framework 4.0. Il initialement été annoncé pour le 22 mars. Il y a une nouvelle qui est sortie aujourd'hui que ça allait être reporté pas très très loin dans le temps, même pas un mois, là, quelques semaines.
Ça va laisser le temps à Microsoft de sortir une version Release Candidate qui était pas prévue initialement. Donc, Puis il y a une forte demande. Là. Il y a depuis 2 semaines, beaucoup d'MVP laissent savoir qu'ils pensent que ça serait bien qu'on ait un Release Candidate pour vraiment bien stabiliser le produit. ouais, parce que la version précédente, là, bon, Beta il 2. y a le bêta. Présentement, on a le bêta 2. Mais la version précédente, le bêta 1, était un work in progress. Là. Bêta 2, il est stable, ça fonctionne bien, mais je pense que Microsoft répond là à ce que les clients là, demandent là, à ce niveau-là. Mais moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. J'aime mieux qu'attendre 1 mois de plus, 2 mois de plus, mais qu'ils nous sortent un produit fin prêt. Solide, qu'on n'attendra pas un Service Pack 1 dans les 2 semaines qui suivent la sortie du produit. Donc, nouvelle fort intéressante. Cette semaine, Guy, il y a des nouvelles qui ont retenu ton attention. Oui, Scott Guthrie a annoncé que les démos qu'il a présentées au PDC de Silverlight 4 sont maintenant disponibles. Le code source est maintenant disponible. C'était des démos fort intéressantes qui ont été présentées à son keynote. Puis, lors de son keynote, il annonçait, le code source allait être disponible, mais ça tardait. Là, donc, présentement, c'est disponible. Et il y a des choses assez le fun à voir. Là. Donc, je suis intéressé à regarder un petit peu comment ça a été fait là au niveau du code source. OK. Puis, les sessions de DevTeach ont été annoncées. Ouais, comme aussi, il y a une autre conférence à Montréal, Kung-Fu. Donc, on a 2 conférences, une à DevTeach à Toronto, Kung-Fu à Montréal. La même semaine. Oui, la même semaine les 2. Mars. Donc, DevTeach, c'est du 9 au 12 mars 2010 à Toronto. Toi, t'es conférencier, tu t'occupes de la piste agile. T'as même... La piste architecture. D'architecture, pardon. Et t'as aussi un pre-con? Oui, je vais faire une journée sur... ton dada. Ouais, mon dada, qui est Test Driven Architecture. Donc, c'est une journée de formation en pré-conférence. Et on a travaillé fort la dernière semaine pour sélectionner les conférenciers. Les tracks sont faits, là, c'est annoncé. Donc, écoutez, si vous êtes intéressé à assister à DevTeach, il y a seulement 240 places disponibles. C'est très limité. Et l'inscription comprend la version Visual Studio professionnel avec la librairie MSDN, donc une valeur d'à peu près 2500 $. Donc l'inscription jusqu'avant janvier, là, c'est au tout début janvier, c'est à peu près 700 $, 700-800 $. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, si tu possèdes une licence MSDN, tu vas avoir une mise à jour automatiquement vers 2010. Oui, puis il y a une version supérieure. Ouais, donc tu vas te donc retrouver... c'est très avantageux. Même si tu as une version pro, tu vas ramasser tout l'outillage, presque tout l'outillage qu'on trouve juste dans Team System. Là. C'est exactement ça. On parlait des projets database, des outils de développement. Tout sauf test, finalement. Bon, puis tout sauf les outils d'architecture qu'on trouve juste dans la version Ultimate. Ultimate, ouais, c'est ça. Puis l'autre conférence que tu parlais, Mario, c'est Kung-Fu. C'est une conférence, en fait, de la communauté PHP, Ruby, toutes les communautés de Montréal se regroupent quasiment pour participer à cette conférence-là. Je sais que nous, on était approchés dernièrement pour la communauté.net pour soumettre aussi des abstracts pour les conférences. Ouais. Mais c'est principalement à l'origine PHP, les gens de Ruby. Oh oui, en fait, ils ouvrent un peu leur conférence sur autre chose que du PHP. Les gens de Python. Exactement. Donc, puis c'est une conférence qui prend de l'ampleur et... Ça va avoir lieu au mois de mars du 10 au 12 mars. Puis on est conférencier là-bas aussi. Oui, puis nous, on va faire une émission avec une des personnes derrière cette conférence-là pour comprendre un peu toute son histoire, qu'est-ce qui a amené à créer Kung-Fu là, quelque part fin janvier. Ouais. Donc, on va en reparler. Ça termine les nouvelles. Au niveau de la communauté.net, les prochains meetings, donc au début janvier, mercredi le 13. Donc un mercredi, c'est un meeting SQL. On a Steve Simon qui va nous parler de 2 sujets SQL. Son premier, c'est Getting to Grips with Data Anomalies with SSIS 2008 Data Profiling Task. Ouf, tout un. Mais ça va être sur les gens qui font du SSIS. Exactement. Puis un deuxième sujet où il nous va parler
de problèmes de récursion dans le monde financier. Ah. Donc, selon son expérience, ça risque d'être intéressant. Le lundi 18 janvier, on a notre premier meeting Alt.net parce qu'il faut dire que on regroupe maintenant le groupe d'usagers Alt.net. C'est joint à la communauté.net, puis c'est la première rencontre qu'on fait là, conjointement. Oui, dans les bureaux de Microsoft. Le conférencier, en fait, ça sera pas un conférencier, ça va être un animateur. Ouais, parce Ça que va être Vincent Grondin de la compagnie Victrix et ça va être un code dojo sur Link. Parce que principalement, Alt.net va faire comme deux grands types d'activités. Soit des coding dojo, puis comme on a déjà fait une émission sur les coding dojo il y a maintenant un mois et demi, 2 mois, où est-ce qu'on expliquait le concept. Et ou des séances open source, c'est-à-dire des séances open space, où principalement c'est des discussions ouvertes sur un sujet en particulier. Puis, pour démarrer, ils partent avec un coding dojo sur Link. Donc, ceux qui veulent de façon pratique apprendre à utiliser Link, c'est le bon endroit pour aller. Absolument. Puis ensuite, mardi, le 26 janvier, groupe d'architecture. Oui, c'est moi qui vais être conférencier. Ben oui. Je vais parler sur Test-Driven Architecture. Comme par hasard. Ben oui, hein. Mais cette fois-ci, je pense que tu disais que ça allait être un peu plus concret. Ben, vu que là, j'ai un workshop qui est d'une journée au complet, genre, je vais reprendre l'essence du workshop parce que les gens se posent souvent la question. Ouais, là, Mario, là, dans les dernières années, tu as expliqué les concepts de haut niveau, mais pratico-pratique, comment ça fonctionne sur le terrain. Puis là, je vais expliquer comment on fait ça. Puis, parce que le but, c'est juste de... Ça veut dire que tu vas nous montrer du code? Ouais, ça m'arrive d'écrire du code. J'ai hâte de voir ça. Puis, écoute, ça, c'est comme dire qu'un CEO peut plus coder non plus. Mario, je te taquine. Mais c'est qui l'autre fois à la caisse qui il me voyait faire de quoi? Il dit, tu sais coder, toi? Je le regarde, je dis, oui, ça m'arrive encore. Mais on dirait des fois que les gens pensent que, tu sais, on peut mâcher de la gomme, mais on peut pas marcher en même temps, ou je sais pas trop. Mais c'est ça, donc, le but, c'est, pour ceux qui s'intéressent à comment faire une architecture en couches, souvent, ce qui manque, c'est comment faire une interface visible à nos couches, puis c'est ça que je vais expliquer, puis avec l'approche pilotée par les tests. Testabilité. Donc, approche non négligeable. Donc, c'est les meetings de la communauté .NET pour le mois de janvier. Karel, on te remercie encore. Ben oui, merci beaucoup. Également. Ben oui, très bonne. En tout cas, intéressant comme discussion, comprendre côté pratique, hein, c'est le fun des fois d'avoir des émissions où est-ce qu'on parle de cas vécus, donc ça rend les choses un peu plus concrètes. Oui. Nous, on va souhaiter à nos auditeurs joyeux temps des fêtes. Oui, une bonne année. Oui. Parce qu'on les reverra pas, mais une bonne année 2010, et on va les revoir en 2010. 6 janvier. Donc, on va parler, comme on disait, sur la mort de Team System et la naissance maintenant de Visual Studio ALM, Application Lifecycle Management, une émission que tu as enregistrée avec Étienne Tremblay et Guillaume Belmas lorsque tu étais au BDC. Oui, au BDC, oui. Gang de chanceux, vous avez pu avoir le petit laptop qui donnait gratuitement, que moi, j'ai pas pu avoir, même si j'avais tout payé mes inscriptions parce que je n'étais pas sur place. Ah, il fallait juste être présent, mon cher Mario. J'ai bien demandé là-bas, est-ce que je peux... j'ai écrit, moi, puis ils m'ont dit, non, faut que tu sois sur place. Donc, absolument. C'est comme... Ça sera la prochaine fois. Bon, là, on mourra pas, là, c'est juste de la quincaillerie, mais on aime les bébés, comme on disait. Oui, mais il est tellement cool, ce laptop-là, là. Ah. Arrête, là! Bon, ben, encore une fois, joyeux temps des fêtes, profitez-en. Et on vous revoit, nous, en 2010. Au revoir. Visual Studio Talk Show.